Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Ellie Fissell vivait dans une ferme juste à l'extérieur du petit village de Bostwick, dans le Nebraska, à environ 24 km de la ville de Red Cloud. Bostwick se trouve dans la partie centre-sud de l'État, dans le comté de Knuckles, près de la frontière du Kansas, et est entouré de terres agricoles ouvertes. Ellie ne possédait pas la terre qu'il cultivait. Il louait sa ferme et en tirait sa subsistance. En 1903, son foyer comprenait sa gouvernante, Madame Nanny Hutchinson, âgée de 35 ans, et son fils, Charles Hutchinson, âgé de 19 ans. Charles faisait la majeure partie du travail à la ferme, comme c'était courant dans les communautés rurales, où travail et vie étaient étroitement liés. Il recevait souvent la visite d'un homme nommé Harley Fissell, âgé de 30 ans qui était le neveu d'Ellie. Certains pensaient que Harley ne rendait visite à son oncle que parce qu'il s'intéressait à Madame Hutchinson, et il était dit qu'Ellie aussi tenait beaucoup à sa gouvernante et s'opposait fermement à l'attention qu'elle recevait des autres. On disait que cela causait des tensions au sein du foyer, surtout avec Charles, le fils de Madame Hutchinson. Ellie avait du bétail et des cochons, ainsi que 70 acres de maïs. Au fil des ans, il avait remboursé ses dettes. Ainsi, bien que la terre soit louée, le bétail et les machines lui appartenaient en moins. Au début du XXe siècle, dans une grande partie des États-Unis, l'agriculture restait au cœur de l'économie et beaucoup de gens dépendaient directement de la terre pour leurs revenus. Dans des États comme le Nebraska, l'agriculture était très importante et la réussite dépendait autant de la météo que des efforts fournis. Pour ceux qui louaient leurs terres, comme Ellie, il y avait la pression supplémentaire de rentabiliser chaque saison, car le loyer et les frais de subsistance devaient être couverts parce que la ferme produisait. Le 1er novembre 1903, Ellie et Charles se sont rendus dans la ville voisine de Superior, à une courte distance de la ferme, et l'un des centres de commerce les plus proches de la région. Dans un district rural comme le comté de Knuckles, des villes comme Superior sont souvent visitées pour le commerce, les provisions et pour rencontrer d'autres personnes des fermes environnantes. Leur principale raison de visite était de vendre du maïs, mais pendant leur séjour, Ellie a été vu en train de boire de l'alcool et, lorsqu'il a quitté la ville avec Charles, il a été rapporté qu'il était fortement ivre. Cependant, il n'a plus jamais été revu. Au début, personne ne s'est vraiment rendu compte qu'il avait disparu. Noël est passé et on n'a toujours eu aucune nouvelle de lui. Lorsque les gens demandaient où il se trouvait, Madame Hutchinson disait qu'Ellie était parti rendre visite à sa mère et à son frère à Humboldt, une petite ville à environ 110 km de Bostwick. Au début, cela a été accepté, mais en février 1904, des doutes ont commencé à se répandre. Monsieur John Day, un habitant de Superior qui connaissait Ellie depuis un certain temps, a reçu une lettre de ses proches lui demandant s'il avait des nouvelles d'Ellie. N'ayant pas eu de nouvelles depuis un moment, il comprit qu'Ellie Fissell n'était pas à Humboldt, contrairement à ce qu'affirmait Madame Hutchinson, et contacta alors son frère, Monsieur Thomas Fissell. Thomas se rendit à la ferme pour essayer de découvrir ce qu'était devenu Ellie, et, à son arrivée, il fut surpris de constater que Charles Hutchinson et Harley Fissell vendaient les porcs et le maïs d'Ellie et gardaient l'argent pour eux-mêmes. Il leur demanda où se trouvait Ellie, mais leur réponse était vague et incohérente. Connaissant bien son frère, Thomas Fissell ne croyait pas qu'Ellie aurait quitté sa ferme et ses responsabilités sans explication, ni avoir pris de disposition, surtout pour une période aussi longue. Leur comportement à la ferme n'a fait que renforcer ses soupçons que quelque chose de grave s'était produit. Certain qu'Ellie avait été victime d'un acte criminel, il pensa que les deux jeunes hommes étaient responsables de sa disparition. Tellement convaincu, il confia l'affaire à un avocat de Superior et des démarches officielles furent entreprises. Suite à cela, Harley Fissell et Charles Hutchinson furent arrêtés et les deux hommes furent détenus pendant que des enquêtes étaient menées sur la disparition d'Ellie. Malgré les recherches et les arrestations, aucune trace d'Ellie Fissell ne fut retrouvée et aucune preuve matérielle n'apparut pour confirmer qu'un crime avait eu lieu. En l'absence de corps retrouvés et de preuves claires reliant directement l'un ou l'autre des suspects à la disparition, l'affaire ne put être maintenue. En conséquence, les deux hommes furent relâchés et la procédure fut abandonnée. Suite à cela, Nanny et Charles Hutchinson restèrent à la ferme et continuèrent à utiliser la propriété et le bétail d'Ellie Fissell. Cependant, la suspicion grandissait désormais au sein de la communauté et la plupart des gens pensaient que la mère et le fils en savaient bien plus sur ce qui était arrivé au vieil homme qu'ils ne voulaient l'admettre. Après quelque temps, Madame Hutchinson et Charles quittèrent la ferme. Madame Hutchinson trouva un emploi comme gouvernante dans une propriété de la ville de Nelson et Charles commença à travailler dans une ferme près de la ville de Guide Rock.
Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Cependant, les habitants du coin restèrent intrigués par ce qui était arrivé à Eliphaz, et certains de ses voisins consultèrent un médium qui affirma que le corps d'Eli se trouvait enterré dans la cave de sa ferme. Cette information provoqua de nombreuses discussions et une fouille des dépendances fut effectuée. Bientôt, un endroit fut découvert qui semblait avoir été utilisé pour dissimuler un corps. À l'intérieur, il y avait une clé anglaise rouillée qui portait des taches que certains pensaient être du sang. Suite à cela, le médium fut de nouveau consulté et cette fois-ci affirma que le corps avait été retiré de la cave et enterré ailleurs. Des indications plus détaillées furent données, désignant un champ en particulier, et sur cette base, des hommes creusèrent à plusieurs endroits de la ferme Fizel, mais rien ne fut trouvé. La ferme qui avait été louée à Eliphaz était désormais exploitée par un homme nommé Joseph Stanley, et en mai 1904, il découvrit quelque chose de troublant sous la terre. Dans ce qui semblait être une tombe récemment remuée, il trouva également un par-dessus, et, à l'intérieur, se trouvait une main humaine et des cheveux humains. Une bouteille de whisky vide était dans la poche du manteau. Il a contacté les autorités et les enquêteurs sont rapidement arrivés pour examiner la scène. Ils ont été intrigués par les traces de cheval et de calèche près du champ, ainsi qu'un détail en particulier. Le cheval portait un fer traînant, c'est-à-dire un fer à cheval avec une saillie ou une marque d'usure visible à l'avant, et cela avait laissé une traînée ou une rayure nette sur le sol, rendant les traces plus faciles à reconnaître. Le shérif Hodge réfléchit à cette particularité et conclut que s'il pouvait identifier un cheval portant un tel fer, il pourrait retrouver qui s'était trouvé dans le champ. Après quelques jours de recherche, ces investigations le menèrent à l'écurie Johnson dans la ville de Red Cloud, où les membres du public pouvaient louer des chevaux. C'est là qu'il trouva un cheval portant le même fer. Il avait été enregistré que, le soir du 5 mai, Charles Hutchinson s'était rendu à l'écurie Johnson et avait commandé un attelage, mais avait ensuite changé d'avis en disant qu'il la prendrait le lendemain. Charles était revenu le soir du vendredi 6 mai et, cette fois, avait loué un cheval et une calèche, déclarant qu'il en avait besoin pour se rendre au ranch Stark à Amboy, non loin de la ville. Le shérif a appris que ce jour-là, alors que Charles se préparait à partir, un gentleman nommé Monsieur Bayliss l'a vu et lui a demandé s'il allait à Gidrock. Ce à quoi Charles a répondu que oui. Monsieur Bayliss avait été convoqué à Red Cloud en tant que juré et avait envisagé d'aller à Gidrock ce soir-là et de revenir à temps pour le tribunal le lendemain matin. Cependant, il a ensuite décidé de ne pas prendre ce risque et de rester à Red Cloud, après quoi Charles est parti seul. Le soir où il a loué l'attelage, Charles a aussi informé Monsieur Bayliss qu'il comptait passer la nuit à la ferme Henry, qu'il connaissait bien. Dès le lendemain matin, Charles ramena l'attelage à l'écurie, régla le tarif pour Amboy et repartit aussitôt. Cependant, on a dit au shérif que les chevaux semblaient très fatigués, ce qui suggérait qu'ils avaient voyagé bien plus loin qu'Amboy, et lorsque le personnel de l'écurie a commencé à dételer la voiture, ils ont remarqué une odeur forte et désagréable qui en émanait. Le shérif a poursuivi son enquête et s'est rendu à la ferme Henry, mais on lui a dit que Charles Hutchinson n'y avait pas passé la nuit. Il a également été noté qu'une bêche avait disparu de la propriété.
Lorsque le shérif a parlé aux personnes vivant près de la ferme précédemment louée par Elie Wiesel, certains ont déclaré avoir vu Charles Hutchinson près de la ferme tard dans la nuit du 6 mai accompagné d'une femme. Les empreintes trouvées autour de la tombe provenaient à la fois de chaussures d'hommes et de femmes et, bien que cela ne soit pas concluant, elles correspondaient aux pointures de Charles et de Madame Hutchinson. Le shérif pensait qu'Elie était mort le 1er novembre 1903 et en a conclu qu'après avoir bu à Supérieur, Elie aurait pu faire des avances à Madame Hutchinson et que son fils Charles serait intervenu pour la défendre. À partir de là, sa théorie a pris forme. La mère et le fils auraient tué Elie et d'abord caché le corps à la cave ou près d'une des dépendances avant de l'enterrer dans un champ. Selon lui, lorsque Joseph Stanley décida plus tard de labourer le champ, Charles s'inquiéta et craignit que les restes ne soient découverts. Le 6 mai, il loua un cheval et une calèche et retourna à l'endroit où il avait enterré le corps, à la faveur de l'obscurité. Lui et sa mère déterrèrent et retirèrent les restes. Dans la précipitation, certaines parties du corps, dont une main, furent oubliées sur place. Beaucoup de gens du coin finirent par accepter cette théorie et, dans le but de découvrir où le corps avait pu être emmené, un médium fut de nouveau consulté. Le médium déclara que les restes avaient été jetés dans une rivière, sans préciser l'endroit. En conséquence, les ruisseaux des environs furent fouillés, mais rien ne fut trouvé. Malgré l'absence de corps, Madame Nanny Hutchinson, son fils Charles Hutchinson, Harley Wiesel et un autre homme nommé Charlie Holmgren furent tous arrêtés en lien avec la disparition. Les arrestations reposaient sur des soupçons et circonstances sans preuve matérielle directe. Charlie Holmgren a été détenu brièvement, mais relâché le lendemain faute de preuves le liant au crime. L'enquête s'est alors poursuivie avec les suspects restants. Finalement, il a été décidé que Madame Nanny Hutchinson, Charles Hutchinson et Harley Wiesel devaient tous être inculpés de meurtre, et ils ont été placés en détention en attendant la suite de la procédure. Le lundi 13 juin 1904, une audience préliminaire a eu lieu. L'État était représenté par le procureur du comté E.D. Brown, assisté de l'ancien juge de district J.W. Stubbs et de son frère F.H. Stubbs. 20 témoins ont été appelés par l'accusation, mais la défense, dirigée par l'ancien membre du Congrès R.D. Sutherland, a choisi de ne pas présenter de preuves à ce stade. Monsieur Sutherland a affirmé qu'aucun corps n'avait été retrouvé, qu'aucune preuve certaine de la mort d'Elie Wiesel n'existait, et donc qu'aucun dossier valable ne pouvait être constitué contre les accusés. Le juge, cependant, n'était pas d'accord, et il a estimé que les preuves étaient suffisantes pour justifier l'envoi de Madame Nanny Hutchinson, de son fils Charles Hutchinson et de Harley Wiesel devant le tribunal de district pour y être jugés. L'affaire s'était répandue dans tout le Nebraska, suscitant de nombreux débats dans les villes et campagnes de l'État. Dans des endroits comme les magasins locaux, les bureaux de poste et les gares, les gens débattaient des détails au fur et à mesure qu'ils étaient rapportés. Et l'affaire suscitait un vif intérêt. L'opinion publique était divisée. Certains pensaient que le faisceau d'indices présenté par l'accusation indiquait clairement la culpabilité et estimaient qu'une condamnation était probable. D'autres étaient plus prudents, soulignant l'absence de preuves directes dans l'incertitude qui entourait encore la disparition d'Elie. Le procès commença le mardi 4 octobre 1904. Chaque partie appela un grand nombre de témoins. L'accusation était menée par le procureur du comté Brown, assisté des frères Stubbs, et la défense était de nouveau dirigée par R.D. Sutherland, assisté par Oliver Horton. Au début du procès, il devint évident qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour impliquer Harley Wiesel, et il fut donc libéré par l'accusation et autorisé à retourner à son lieu de travail où il travaillait lorsqu'il a été arrêté. L'accusation a présenté des preuves que Charles Hutchinson avait loué une voiture de louage le 6 mai à Red Cloud et l'avait rendue le lendemain matin dans un état usé et endommagé. Il a aussi été indiqué que la voiture et les couvertures étaient inutilisables à cause d'une forte odeur désagréable. Ils ont ensuite déclaré que quelques jours plus tard, une tombe avait été découverte dans la ferme Wiesel contenant une main humaine et des vêtements, dont un manteau. Ils ont présenté un témoin qui a confirmé qu'il avait vendu un manteau identique à Elie Wiesel quelques années plus tôt. D'autres preuves ont été présentées, semblant relier Madame Nanny Hutchinson, la mère de Charles Hutchinson, au crime en tant que complice présumé. Les plaidoiries finales ont été décrites comme puissantes, en particulier l'allocution de J.W. Stubbs pour l'accusation, qui a laissé peu de doute dans l'esprit de nombreux auditeurs. Lorsque toutes les preuves ont été présentées et que l'accusation ainsi que la défense ont prononcé leur plaidoirie finale, le juge a résumé l'affaire avant d'inviter le jury à se retirer.
Environ 4 heures plus tard, ils sont revenus avec un verdict sous pli scellé et le juge a levé l'audience pour la journée. Le lendemain matin, la salle d'audience était bondée et une forte attente régnait pendant que le greffier lisait la décision du jury. Les accusés ont été reconnus coupables de meurtre au second degré. Le silence dans la salle montrait l'importance du verdict et l'intérêt que l'affaire avait suscité. Ceux qui avaient suivi le procès pensèrent que le jury pouvait difficilement arriver à une autre conclusion. Au prononcé du verdict, Charles Hutchinson est resté impassible, mais plus tard, sa mère a été vue en larmes. Le lendemain matin, les prisonniers furent ramenés au tribunal, où le juge condamna Charles Hutchinson à 12 ans et Madame Nanny Hutchinson à 10 ans tous deux, devant purger leur peine dans un pénitencier d'État. Madame Nanny Hutchinson a été libérée à l'été 1911 et a ensuite trouvé du travail comme plongeuse. En novembre 1911, son fils Charles Hutchinson a également été libéré. Tous deux avaient passé environ 7 ans en prison. L'affaire continuait de fasciner les habitants de la région. Des fouilles approfondies de la ferme, des champs environnants et des ruisseaux voisins ont été menés, mais aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. L'absence de corps laissait des doutes et, pour beaucoup, on ne savait toujours pas ce qui lui était arrivé. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.